Bonjour à tous et à toutes, merci de vous être reconnectés nombreux. Ce matin, nous avons été très suivis et il y a eu beaucoup de commentaires sur les tables rondes, sur toutes les interventions qu'il y a eu et deux mauvaises nouvelles. Alors une, Stéphanie Rist qui va venir là maintenant avec nous, devait être présente et elle est à distance et elle écourtera peut-être son intervention. Et une deuxième nouvelle, c'est le juge Berthelot Geoffroy qui a malheureusement des problèmes de santé, est hospitalisée et ne pourra pas être présente. Et au vu des commentaires qui ont eu lieu toute la matinée, notamment sur la deuxième table ronde avec le professeur François Viala, il reviendra pour parler plus amplement des questions qui ont été soulevées lors de ces interventions et de compléments d'informations justement sur des sujets juridiques. Et il nous fait le plaisir de rester avec nous aujourd'hui et de poser ces questions-là. Vous remercier parce que vous avez été assez nombreux à être présents et remercier surtout Stéphanie qui est présente avec nous. Elle aurait aimé physiquement, on en avait parlé la semaine dernière ensemble, mais qui, pour des questions Covid, en fait, il y a deux mondes en ce moment. Enfin, ceux qui n'ont pas eu le Covid, ceux qui sont positifs et ceux qui sont cas contact. Donc, trois mondes. Stéphanie appartient à un des deux. Donc, on est là, malgré tout, elle a souhaité être présente et j'en remercie chaleureusement de pouvoir être là dans des conditions en distanciel. Et je voulais lui céder la parole bien volontiers, étant donné qu'on parle des usagers. Moi, je vais peut-être essayer de lancer la conversation, mais il y a eu une loi qui a été déposée, et finalement, cette loi qui a été déposée au nom de la loi Rist avait une ambition qui était de mieux organiser les soins, les prises en charge. Donc ça cadre tout à fait dans le thème d'aujourd'hui du colloque du droit des usagers. Madame la députée, je vous laisse bien volontiers la parole et on échangera un petit peu après. Merci. Merci beaucoup, merci. Désolée de ne pas être en présentiel avec vous. Effectivement, je suis en isolement pour la semaine avec un Covid qui est un peu plus qu'un petit rhume, mais on va y arriver. Merci beaucoup de me permettre d'échanger avec vous et de pouvoir avoir un échange avec des questions dans la suite autour des droits des usagers sous un angle que j'ai volontairement pris sur le premier des droits qui est pour moi le droit de l'accès aux soins et donc de l'évolution des métiers. On sait que depuis 20 ans, la prise en charge des patients a évolué et on peut constater des usagers qui restent parfois perdus dans le système de santé, avec un parcours qui n'est pas si simple, avec des professionnels qui se parlent peu entre eux. En tout cas, c'est des remontées d'usagers qui le disent. Depuis 20 ans, il y avait eu déjà il y a 20 ans un constat clair de baisse de la démographie médicale, puisqu'en 2002, l'adresse évoquait un risque d'une perte de 20% de médecins. Or, on est beaucoup plus, puisque en 2020, on était à 94 pour 100 000 habitants, donc bien pire que ce que l'adresse annonçait il y a 20 ans. Mais le constat, c'est pas qu'une démographie médicale faible et donc une nécessité d'avoir d'autres professionnels de santé, mais c'est aussi une perte d'attractivité de certains métiers et on pourra revenir sur celui d'infirmière notamment. Je l'ai dit, le premier des droits des usagers est pour moi celui de l'accès aux soins. Et l'accès aux soins, ça ne veut pas dire l'accès aux médecins, ça veut dire d'avoir une réponse à sa demande de soins. Je dirais même, si j'ai poussé un peu, quel que soit le professionnel de santé, du moment que la prise en charge est faite de qualité et surtout en coopération dans le cadre d'un soin coordonné. On a donc du travail à poursuivre, il me semble, sur ce chemin, même si depuis 5 ans, on a beaucoup agi. Je voulais refaire un petit point avec vous des actions qu'on a pu proposer et transformer durant ce quinquennat, avec un maître mot qui est d'aller vers un chemin de plus de coopération, de coordination, avec la stratégie Ma Santé 2022, la loi d'organisation de transformation du système de santé. Donc avec plus de coopération, que ce soit en ville, en transformant véritablement la médecine de ville, bien sûr à partir des maisons de santé pluriprofessionnelles, mais surtout des coopérations professionnelles territoriales de santé qui inscrivent réellement la coopération dans le droit et dans le financement, mais aussi avec le décloisonnement à l'hôpital, avec les labellisations
d'hôpitaux de proximité. En allant dans la coopération, que ce soit la ville ou l'hôpital, on a simplifié d'un point de vue législatif les protocoles de coopération de nombreux moyens, que ce soit des protocoles nationaux qui sont voués à être généralisés ou des protocoles locaux de coopération qui, dorénavant, sont beaucoup plus simples à mettre en place et qui reposent surtout sur la volonté des acteurs de territoire en coopération de monter ces protocoles. Et parce qu'on fait confiance aux professionnels, on va plus simplement et plus facilement proposer, pouvoir avoir accès à ces protocoles et donc à des délégations de tâches et peut-être du coup à des modes d'évolution de prise en charge des patients qui seront les métiers de demain. Nous avons aussi, bien sûr, travaillé sur la réforme des études en santé avec, là aussi, du décloisonnement, même si, à titre personnel, je pense qu'il faut aller plus loin. C'est ce que nous avions proposé dans la mission Ma Santé 2022. Mais on voit déjà un chemin. Alors bien sûr, il y a d'une part la réforme des études de médecine avec les premières années qui permettent de diversifier les profils et de s'orienter progressivement. Mais je voudrais noter ici la création du service sanitaire qui, même si il pourrait être plus poussé, il permet d'ores et déjà de faire travailler des étudiants en santé de différents métiers ensemble. Et il me semble que c'est une voie à poursuivre. Nous avons bien sûr retiré le concours de l'Institut des soins infirmiers, universitarisé, en tout cas c'est en cours. Et puis, beaucoup d'avancées. La crise nous y a aidés d'ailleurs sur le numérique. Alors, d'une part, la téléconsultation, et vous savez que la téléconsultation, dont on sait qu'elle permet l'accès aux soins pour des consultations médicales, elle est intéressante à mon avis, puisque là où elle est installée, et j'ai sur mon territoire des cabines de téléconsultation, par exemple, qui à chaque fois fonctionnent avec des professionnels de santé pour encadrer et accompagner le patient dans ces cabines, dont on voit tout l'intérêt de la coopération des professionnels et le rôle du professionnel auprès du patient. Mais ces évolutions numériques permettront d'avoir un parcours de soins amélioré, que l'usager se retrouve dans son parcours de soins, parce que sans partage de données, il est très difficile d'avoir un parcours de soins très lisible pour l'usager. Et donc, c'est tout à fait d'actualité, puisque vous le savez probablement que demain, il y aura le lancement de Mon Espace Santé, qui permet, et c'était une grande promesse et pour moi une grande avancée de ce quinquennat et que nous avons porté avec le président, de remettre l'usager au centre de son parcours de soins, puisque avec Mon Espace Santé, l'usager va être lui-même en responsabilité de ses données. Il pourra les partager bien entendu avec tous les professionnels qui le souhaitent, mais c'est lui-même qui sera au centre de ces données et donc de la coopération des professionnels. Donc lancement de Mon Espace Santé demain, et à partir de cet instant, quand le partage des données se fera, le parcours sera beaucoup plus simple pour l'usager. Donc voilà les différentes parties législatives. Donc d'une part, on l'a dit, la transformation de l'organisation pour plus de coopération, la transformation des études qui amène un peu plus aussi là à mieux connaître les autres métiers, le numérique qui va permettre de structurer des coopérations faisables, mais il reste le sujet de l'attractivité. L'attractivité des métiers, notamment des professionnels de santé non médecins. Vous le savez, sur l'attractivité, nous avons agi, vous en avez entendu parler, bien sûr, avec le Ségur. D'une part, sur les lieux de travail publics, puisque quand on investit dans des établissements, on permet d'avoir une meilleure qualité de vie au travail, parce que d'aller dans des établissements mieux équipés, rénovés, ça fait partie de l'attractivité du métier. Bien sûr aussi les revalorisations salariales. Vous savez que pour les professionnels publics, pour les infirmières, il y a eu des revalorisations dans le Ségur, dont on pourrait discuter si elles sont suffisantes. En tout cas, elles étaient nécessaires, mais qui correspondent à des chiffres quand même intéressants, puisqu'une infirmière est environ à 290 € net de plus par mois
en début de carrière, plus de 500 € en fin de carrière. Mais l'attractivité, c'est pour moi surtout l'évolutivité des métiers. Et c'est sur ce point que je pense qu'il est intéressant de s'arrêter parce qu'il permet, à mon avis, de mettre à cet endroit l'usager euh, au centre. Pourquoi? Parce que quand l'usager va pouvoir ouvrir n'importe quelle porte de son parcours de soins, que ce soit chez un professionnel de santé ou un autre, et que les professionnels seront en coopération et qu'ils seront suffisamment nombreux, donc avec un métier attractif, ces usagers pourront être mieux soignés. Alors, la loi que j'ai pu porter trace un chemin dans ce sens. Elle trace un chemin pour en partant toujours de la confiance qu'on fait aux acteurs de santé, qui sont des acteurs formés, en partant de cette confiance, d'augmenter les compétences, le champ de compétences, toujours dans le cadre de soins coordonnés, dans le cadre de coopération. Donc, dans la loi que j'ai pu porter, on augmente par exemple le champ de compétences des sages-femmes. On a proposé récemment dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale des accès directs aussi à certains professionnels de santé, toujours dans le cadre de coopération et de soins coordonnés. Et puis, bien sûr, je voudrais qu'on s'arrête sur les premières promotions d'infirmières de pratique avancée qui sont sorties dans ces dernières années. Et puis, très récemment, l'expérimentation de la primo-prescription que nous avons portée dans le cadre du budget 2022. Vous savez, dans la loi que j'avais portée, en premier article, j'avais posé l'idée de définir ce que pourraient être des professions médicales intermédiaires. Vous savez aussi le cheminement de cet article qui a été abandonné au profit d'un rapport qui a été remis par le gouvernement, réalisé par l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, et qui a été remis récemment dont toute une partie était notamment sur le sujet des infirmières pratiques avancées et des évolutions des pratiques avancées. Ce rapport propose d'aller plus loin, d'aller notamment vers un accès direct à ces professions, de réévaluer le mode de rémunération, de créer deux sortes d'infirmières pratiques avancées, les cliniciennes, les praticiennes. Mais au-delà de ce chemin, ce qui me paraît le plus important, c'est que nous avons vraiment avancé sur le fait que pour moderniser, pour mieux prendre en charge les patients et pour être plus efficace, nous allons vers des métiers qui peuvent évoluer. L'infirmière qui en aura envie pourra se former à l'aide de formations très importantes, puisqu'il s'agit de masters, de grosses formations, pourra se former pour faire évoluer son métier et prendre en charge différemment les patients, parce qu'à un moment donné de sa vie, elle en aura eu envie, les capacités, etc. Et ça me paraît très important parce que c'est un moyen de rendre attractif un métier dont on sait qu'on pourra au fur et à mesure des années le faire évoluer, sans que ce soit bien sûr obligatoire. Et pour l'usager, pourquoi c'est important? D'une part, parce que quand l'accès aux médecins est difficile, eh ben, vous gagnez du temps en allant directement chez ces infirmières de pratique avancée, par exemple, qui peuvent suivre des maladies chroniques ou d'autres encore à définir. Et les échanges seront intéressants. Et d'un autre côté, vous renforcez le travail de collaboration et de coopération entre les professionnels, donc vous renforcez la qualité de prise en charge des patients et l'information de tous les professionnels autour de l'usager. Il reste bien sûr sur ce sujet beaucoup de questions et je suis sûre qu'on va avoir des échanges intéressants sur ce sujet. Est-ce que le mode d'exercice d'infirmière de pratique avancée doit être exclusif? Est-ce qu'il peut être libéral et hospitalier? Quelle place d'ailleurs donner à ces pratiques avancées dans les établissements de santé? Mais ce qui me paraît le plus important, c'est que l'usager reste au au centre de son parcours et de ses usages. Au vrai terme de usager, c'est un droit qu'il a, le droit à l'accès aux soins, qui n'est pas pour moi synonyme de droit à accès aux médecins, vous l'aurez compris.
Voilà, je vous remercie. Merci Stéphanie d'avoir pris la parole comme ça. À double titre, merci pour le contexte, parce que vous avez dit, Madame la députée, que vous étiez Covid positif et qu'on voit que vous avez des difficultés, que c'était assez cogné et ce n'est pas un petit rhume. Merci pour l'effort et avoir tenu à être présent. Et merci aussi parce que, je ne sais pas si beaucoup de monde le sait, mais vous êtes médecin. Et on a été confronté beaucoup à des sorties. Et la semaine dernière, pour le coup, Guy Valencien est venu et a stigmatisé, je reprends ces mots, finalement le protectionnisme et le corporatisme médical sur une ouverture et une évolution des métiers et des professions. Et pour le coup, ça va plutôt à l'encontre de ce qui s'est passé jusqu'à présent et de tout ce qui a été dit. Et c'est vrai que dans un colloque pour le droit des usagers, puisque c'est les 20 ans de l'année des usagers, et on a fait un parallèle ce matin avec deux textes, un texte médico-social et la loi du 4 mars, on voit bien qu'on est toujours dans le travail de centré autour du patient et de ses droits et de son accès aux soins. Et donc, effectivement, il y a plusieurs facettes. Le Ségur a réglé certaines facettes et l'attractivité du point de vue du Conseil de l'Ordre. Si on regarde les pays frontaliers, notamment la Suisse, où le Conseil de l'Ordre délivre énormément d'autorisations d'exercer, ça passe par deux points. Certes, les salaires. Certes, la question aussi qu'on n'a pas du tout abordée sur les quotas pour les prises en charge. Je pense que ça va aller à maintenant avec une discussion qui est cruellement dans l'actualité avec la ministre Bourguignon qui a reçu pour le coup les représentants des maisons de retraite. Donc on voit bien que cette question aussi, puisque là on a parlé de l'aspect financier Ségur, et quand on parle de la Suisse, on parle de quotas pour les prises en charge des infirmiers. Est-ce que ce serait quelque chose sur lesquels on pourrait imaginer, puisque ça avait été imaginé dans la loi de Agnès Buzyn, de revenir sur la T2A et d'aller vers quelque chose qui intègre finalement, qui rende visible l'activité infirmière, puisque l'activité T2A, enfin la valeur de la T2A, n'est basée que sur l'activité médicale. Est-ce que ce serait une piste qui pourrait être envisagée actuellement, ou est-ce que ça a déjà été discuté à l'Assemblée ? Alors, sur le fait de diminuer l'activité T2A, on a entamé, notamment dans le cadre des hôpitaux de proximité et puis en expérimentation dans certains établissements qui peuvent faire appel pour des services de médecine, à diminuer leur financement tout à l'activité, donc activité T2A. Je crois qu'on voit bien que les établissements de santé arrivent à un état de souffle qu'il va falloir réinventer probablement après 2 ans et demi de crise. On le sent tous de façon très importante, et que le financement est un levier important. Mais je crois qu'il faut se dire comment on soigne correctement les gens dans les 10 ans qui viennent, 20 ans qui viennent, avant de dire on va changer une petite brique de la T2A en rajoutant trois piqûres de l'infirmière, ça va coûter plus cher. Je crois qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le même travers, et qu'il est vraiment plus important qu'on se demande comment sont soignés ou comment vont devoir être soignés les gens dans les 10 ans qui viennent, et comment on finance pour que ces gens soient correctement soignés. Et dans ces cas-là, probablement, on sort du débat le nombre de lits nécessaires, puisqu'on verra que dans ces conditions, il y aura plus de malades à soigner en ville, mais que du coup, ça veut dire revaloriser les soins de ville. Voilà, et je milite en tout cas, alors c'est à titre tout à fait personnel, vous savez que on n'est pas encore, nous, dans des propositions de campagne. Donc voilà, ce sont des propos que je tiens à titre personnel, mais je crois qu'on a tout intérêt à se projeter sur comment soigner les gens dans les 10 ans qui viennent, alors qu'on sait qu'il va y avoir un pic de vieillissement de la population et un nombre majeur à partir de dans 2-3 ans qu'il va falloir prendre en charge. Et donc, comment on finance cette prise en charge, plutôt que de redire l'activité infirmière. Et en disant ça, je la nie pas. Je ne veux pas que vous croyiez que je dis c'est pas important, mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas retomber dans le travers justement de l'acte, qu'ils soient infirmiers ou médecins en fait.
Mais ce n'était pas une question piège. J'ai posé cette question sciemment parce que c'est un état d'esprit général et je trouve que finalement, on voit bien que l'évolution, c'est un langage commun de se connaître et d'avoir une formation commune. Et on voit bien que l'évolution, on a réglé un problème, enfin moi je n'ai pas d'avis là-dessus, l'ordre n'a pas du tout d'avis là-dessus, sur la question financière et sur la question de la visibilité. Et on voit bien qu'on est sur autre chose finalement, sur une évolution globale du système, mais pas du système de façon éthérée, des professionnels qui vivent dans ce système et qui donc vont avoir finalement boucher les trous, faire en sorte de ne pas se chevaucher, mais être en juxtaposition pour effectivement prendre bien en charge les patients. Et la question financière viendra, bien entendu, mais pour l'instant, on est vraiment sur cette volonté-là que vous avez prise dans la loi RIST, finalement, avec ce rapport IGAS qui est arrivé, mais sur l'idée quand même d'avoir une profession qui va devenir médicale intermédiaire, puisque c'était ça, profession de santé médicale intermédiaire, et qui va aller upgrader. Donc ça veut dire une formation unique, médecin, infirmier et tous les autres professionnels. Moi, je ne vais pas parler des kinés, mais on est exactement dans la même demande, avec les podologues aussi, les auxiliaires médicaux de façon générale, et donc une évolution des métiers pour relancer leur attractivité. On est bien là-dessus. Et c'était ça que je souhaitais montrer à travers cette question-là. Beaucoup de remerciements sur le chat pour les paroles. Je le répète parce que les gens le redisent. Il y a une question en fait aussi qui est sur comment faire pour faire évoluer les gouvernances. Pour mettre plus d'infirmiers. Est-ce qu'il faut mettre plus de patients, plus d'infirmiers? Parce que finalement, le système, il tourne tout seul. Lui-même, il est en conduite automatique. Et comment on fait pour le faire évoluer? Est-ce que ça va passer que par la représentation? Alors, je ne comprends pas exactement ce que vous En fait, voulez. la demande du Conseil Je sais de pas, c'est l'Ordre. la fièvre. Ah ben, je suis désolé. La demande du Conseil de l'Ordre, c'est Dites-moi. est-ce qu'on met plus d'usagers? Est-ce que finalement, le système il doit évoluer en mettant plus d'usagers? On est dans le forum des usagers et c'est un peu les propos qu'a tenu Gérard Raymond. Ou est-ce qu'on met de la pluralité finalement des directeurs d'hôpitaux, des médecins, des infirmiers, des kinés? Enfin voilà, ce serait quoi le bon mixte finalement? Qu'est-ce qu'on met dans le checker pour arriver à faire évoluer le système finalement? Ouais, je comprends. Alors, il y a deux points pour moi. Il y a ce qu'on appelle, presque, on n'ose plus le dire tellement ça paraît presque un gros mot, c'est la démocratie sanitaire, où la crise nous a montré là aussi que on doit revoir la place des différentes commissions qui peuvent exister sur les territoires, certaines avec des usagers d'ailleurs, mais pas toutes, et impliquer beaucoup plus les usagers dans cette démocratie sanitaire. Et puis, dans la gouvernance des établissements, on a fait évoluer dans la loi que j'ai pu porter, on a tracé un chemin. D'une part, sur le pouvoir qui est un peu plus redonné aux médecins à l'intérieur de l'hôpital, en rééquilibrant les décisions entre les chefs de service et les directeurs, donc les médecins, les directeurs. Mais ce que j'ai porté dans la loi et qui me paraît peut-être plus important, c'est aussi de pouvoir laisser aux établissements la possibilité de s'organiser avec beaucoup plus de mutualité entre les corps médicaux et non médicaux, que ce soit entre la commission médicale d'établissement et la commission des soins infirmiers, par exemple, qui peuvent maintenant, dans certains établissements, être regroupés, de faire entrer aussi au directoire des établissements, des étudiants, mais aussi des usagers, en tout cas des personnes qualifiées qui sont proposées par le directeur au directoire. Et donc, pour faire rentrer le plus de gens, d'usagers, dans ces gouvernances. Mais je crois encore une fois qu'avant tout ça, le plus important, c'est comment demain on soigne les malades et par qui. On est complètement d'accord et je pense que la pluralité des vues va permettre ça et de porter finalement ce mot de démocratie dans un secteur sanitaire qui est en pleine évolution depuis la loi 2002 finalement. Le professeur Viala nous en a parlé. On est vraiment là-dessus. Une dernière question parce que je vois que vous êtes fatigué, je ne veux pas vous embêter plus. C'est finalement le retour d'un député qui a vécu la crise Covid et tout ce travail. En deux mots et puis après on vous libère si vous voulez bien. Comment on peut être à la fois député, vivre la crise Covid et réformer le pays? Alors, je crois que les crises, en fait, à chaque fois, sont des véritables accélérateurs
finalement, de changement et d'adaptation. Et ce qu'on a gagné pendant la crise, c'est vraiment ce travail en coopération entre les différents professionnels, de voir que les transformations qu'on avait pu apporter en ville avec les coopérations professionnelles territoriales de santé, elles ont été efficaces pendant la crise, que là où les hôpitaux travaillent très en proximité entre la médecine de ville et l'intérieur de l'hôpital, ça a mieux fonctionné. Donc ça doit nous donner vraiment les chemins à poursuivre. Et c'est souvent des moments difficiles, bien entendu, pour tous les professionnels, des moments aussi où on voit une perte d'attractivité, mais c'est à nous tous, acteurs de la santé, à reconstruire cette attractivité toujours pour mieux soigner les patients demain. Merci beaucoup d'avoir tenu ce temps avec nous, d'avoir répondu aux questions. Désolé, quand je suis allé trop loin. Je retiendrai deux mots, démocratie et transformation, et on continue. Merci beaucoup Stéphanie Rist, Madame la députée, d'avoir tenu ce temps d'échange avec nous et d'avoir dressé un bilan et d'avoir bien voulu partager ce temps particulier qu'on a tous vécu ensemble. Bonne journée, merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Merci. Je vais laisser je suis sur la prochaine table ronde et donc nous allons faire une petite pause le temps que nos acolytes nous rejoignent là maintenant. Et voilà, vous avez entendu la députée Rist qui était le grand témoin et qui a parlé finalement de démocratie pendant ce temps particulier qu'a été la crise et de changement des lignes et de transversalité qui s'est développée et finalement de capitaliser sur cette crise qui a permis de casser des frontières, de casser certains corporatismes, peut-être pas tous, mais c'est un chemin et on va continuer sur ce chemin-là avec l'ordre pour faire évoluer notre profession. L'université est une des solutions et nous continuerons pour vous. Merci beaucoup.